Alors Julien, justement, Manchester City-Liverpool n'est plus un choc. Ça ressemble plus en ce moment à un Fulham-Liverpool, qu'un duel de récents champions d'Angleterre. Victoire 2-0 sans trop forcer des Reds. Qu'est-ce que tu retiens de ce match? On va parler de Mo Salah bien sûr aussi, mais pas Ouais. seulement, on parlera d'un Hongrois que Polo a connu également. C'est vrai, alors on va pas trop parler de Manchester City parce qu'on va se répéter Oui, sinon voilà. et puis on est marre de dire toujours la même chose. Hier, j'ai encore été très déçu très rapidement par Guardiola, ses choix tactiques, notamment son équipe alignée en début de match qui, selon moi, ne faisait aucun sens d'avoir juste le pauvre Nico Gonzalez dont on a parlé la semaine dernière, tout seul comme ça en sentinelle. Finalement, laissé tout seul face aux vagues rouges qui déferlaient avec le 4-2-4 qu'avait mis en place Arne Slot. Donc très déçu par City, mais ça c'est pas nouveau. C'est une équipe moyenne. Kevin De Bruyne, c'est triste à dire. On en parlait hier soir avec Flo, Gilbert et Daniel, mais voilà, c'est terminé. C'est vraiment triste de le voir comme ça dans ces matchs qu'il a si souvent illuminé dans sa carrière. Donc ça c'est pour City. On va pas répéter encore pour la millième fois ce qu'on dit depuis le début de saison ou depuis le mois d'octobre. Et pour Liverpool, alors c'était facile, ça c'est vrai. C'est vrai, c'était facile pour les supporters du PSG qui ont regardé devant leur télé, pour les supporters de Liverpool qui aussi ont regardé, ou pour les supporters neutres. C'est vrai que c'était facile, ça a été très très confortable, trop confortable peut-être, mais bon, tu peux ne battre que ce qui est en face de toi. C'est une expression que les Anglais utilisent beaucoup ici et aiment beaucoup. You can only beat what's in front of you. Tu peux ne battre simplement ce qui est en face de toi. Si tu peux rester en deuxième vitesse, on va dire, et pas avoir à jouer à ton meilleur niveau comme Liverpool hier, bah, tu le fais. Il n'y a pas de raison. Donc c'est vrai qu'hier, l'adversaire était bien trop faible pour cette machine de Liverpool qui est vraiment, en revanche, impressionnante par son efficacité dans les deux Oui, parce surfaces. que je vois ça, Hier, Julien, 33% de possession sur le match, Liverpool. ouais, mais c'était le plan de jeu. Ils ont joué un peu plus bas que d'habitude. Alors, ils ont pris l'avantage assez rapidement, déjà sur une belle combinaison sur corner. Un petit peu le même but que Bournemouth avait marqué contre Arsenal, pour ceux qui s'en souviennent. C'était un petit peu la même combinaison. Encore une fois, beaucoup d'efficacité. D'efficacité sur le deuxième but où il bénéficie et exploite et profite les errements de City au milieu de terrain et défensivement. Mais c'est vrai qu'ils ont été tellement efficaces dans la façon dont ils ont laissé le ballon, mais de façon volontaire, à Manchester City, en leur disant bah, venez vers nous, tout en contrôlant finalement complètement la rencontre. Tu peux contrôler un match en ayant le ballon, beaucoup, c'est une façon de contrôler. Tu peux aussi très bien contrôler une rencontre sans avoir le ballon, en laissant le ballon adversaire, mais en contrôlant tous les mouvements. On a vu par exemple Van Dijk et Konaté, encore une fois, très très bons en défense centrale. Alors, ils ont joué avec le cigare à la bouche dans la baignoire, hein. Là, c'était cadeau, enfin, parce qu'en face, il y avait pas grand-chose. On n'a pas vu Foden, on n'a pas vu De Bruyne, on n'a pas trop vu Marmouche non plus. On a beaucoup vu Doku. Et je pense que Luis Enrique et son staff, les joueurs parisiens, peut-être les supporters, ont dû regarder ce match avec un œil attentif aussi, à 10 jours du match de Ligue des Champions. Et c'est vrai, mais ça on le savait aussi avant, que peut-être les petites faiblesses de cette équipe de Liverpool, c'est notamment côté droit avec Trent Alexander-Arnold, qui est tellement bon avec le ballon, mais aussi très vulnérable quand il doit défendre et qu'il n'a pas le ballon. On a vu Doku hier souvent le mettre en difficulté. Alors le problème avec Doku, c'est que il dribble son défenseur et puis après il sait plus quoi faire avec le ballon et en général il gâche en fait ce qu'il a fait de très bon avant. Mais par exemple, je crois il dribble Trent, je crois 11 ou 12 fois dans le match, qui est 11 un des plus dribbles gros. subis, 11 Trent dribbles, c'est ça, ouais. Alexander-Arnold. Donc voilà, une des faiblesses de cette équipe-là, elle va être là. Donc elle va être pour Barcola, Kvaratskhelia, peu importe au PSG qui jouera ailier gauche, d'aller mettre Alexander-Arnold sous pression. On sait que Salah fait un gros travail défensif. De l'autre côté, Diaz fait aussi un gros travail défensif pour aider Robertson, qui lui aussi a un petit peu de mal parfois. C'est pas le Robertson des grandes années non plus. Et puis, il est aussi un peu âgé maintenant. Donc, pareil, côté droit pour Barcola, Dembélé, je sais pas moi, Doué, peu importe qui jouera côté droit parisien. C'est là aussi, il faudra, je pense, aller mettre la pression. Mais c'est vrai qu'on a vu une équipe de Liverpool tellement efficace, Mais tout le monde bosse tellement en défensivement contrôle. aussi. Tiens, parlons de Mo Salah parce que lui aussi, il vient en renfort quoi, sur son côté. Il fait le travail défensif. Bon, le travail offensif, ça, on le sait. Tiens, d'ailleurs, Julien, il bat encore des records. Ce que tu nous as dit dans l'après-midi pour préparer cette émission. Moi, j'ai vu, bon, là, il a 25 buts et 15 passes. Il met un but, il fait une passe ce week-end. Il est le premier joueur de l'histoire de la Première Ligue décisif plus de 40 fois sur 2 saisons différentes. Ouais. La dernière fois, c'était en 2017-2018, 32 buts, 10 passes. Ouais, c'est vrai. Alors là, on va pas faire la liste, il faudrait une émission entière pour parler de ça. D'ailleurs, c'était un petit peu le derby d'Égypte aussi, parce qu'on avait Salah contre Marmouche pour la première fois. Deux joueurs différents, deux profils différents, deux vies différentes aussi. Marmouche n'a pas grandi du tout dans la même façon que Mo Salah, par exemple. C'est un match qui a été énormément regardé en Égypte. La Première Ligue, hier, s'en délectait au stade, j'étais au match, était vraiment contente aussi.
C'est ça qui fait la beauté de la première C'est-à-dire, ligue. ils n'ont pas grandi de la même façon, tu disais, Julien. C'est-à-dire Marmouche a grandi dans un milieu, on va dire, plutôt aisé. C'est aisé. un petit peu Aisé. trop. Ouais, aisé, ou en tout cas beaucoup moins modeste que celui de Mo Salah, par exemple. Donc ils ont aussi des cultures un petit peu différentes de cette façon-là. Mais c'est vrai qu'hier, c'était aussi l'un contre l'autre. Et pour tous les efforts de Marmouche côté City pour justement essayer de se mettre en valeur, essayer de créer des choses, en face, tu as eu l'efficacité du meilleur joueur du monde actuel, peut-être avec Mbappé. Quoi. Ils doivent être deux sur leur planète et puis les autres qui essaient d'arriver sur la même planète. Quoi. Mais c'est du très grand Mo Salah, tu l'as dit, pour la première fois dans l'histoire de la Première Ligue. Alors, c'est que la Première Ligue, c'est pas toute l'histoire du football anglais, mais dans la Première Ligue. L'histoire récente, quoi. Voilà, l'histoire récente. Il est quand même le premier joueur cette saison à atteindre au moins 50 buts, 50 actions de but, c'est ça qu'on dit, entre buts et passes décisives. Personne d'autre l'a fait pour l'instant dans les 5 grands championnats. Il a déjà 16 buts à l'extérieur et 11 passes d'ess à l'extérieur. C'est le plus gros total dans l'histoire de Liverpool, par exemple. Je crois que seul Lionel Messi a eu des chiffres comme ça pour des matchs à l'extérieur en championnat sur les 25 ou 30 dernières années ou un truc comme ça. C'est hallucinant la forme actuelle de Mo Salah. Tu l'as dit, 25 buts et 16 passes décisives en 27 matchs de Première Ligue. 27 matchs, 25 et 16. C'est juste des chiffres hallucinants pour quelqu'un qui aura 33 ans cet été. C'est pas comme s'il était à son pic absolu à 28 ans, qu'il avait vraiment en pleine force physique, mentale, tout ce qu'on veut. Quoi. Il a 33 ans, il est plus près de la fin de sa carrière que du début, et pourtant c'est la meilleure saison de sa carrière. Même si lui, hier, a dit, ça dépend ce que vous préférez, il y a des préférences. Il y a des saisons où il était plus explosif, c'était plus spectaculaire encore. Là, il est vraiment dans l'efficacité, il est clinique. Dans tout ce qu'il fait, c'est clinique. Hier, il était clinique, et c'est sa saison, elle est clinique. Alors peut-être que lui aime moins, mais pour moi, c'est peut-être... Julien, est-ce que ça peut changer quelque chose tu sais, par rapport à ces demandes salariales jugées un peu extravagantes parce que moi, j'étais comme toi, tu vois, au début de saison, quand tu nous évoquais ces demandes salariales, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est possible? Effectivement, il est âgé, de lui donner un contrat si long avec autant d'argent. Le truc, c'est que s'il est capable de faire ça cette saison, si tu lui donnes 2 ans encore derrière, un mec qui va être décisif sur 55, 60 buts dans la saison. Même s'il est un peu moins la saison prochaine à 33, 34 ans, est-ce que tu penses que ça peut faire réfléchir un peu Liverpool? Mais je pense, oui, c'est une bonne question. Après, la dynamique, ça n'a pas changé finalement par rapport au mois dernier, où il y a 2 mois, ou il y a 3 mois, il était déjà très fort à l'époque. Alors oui, là, il continue d'accumuler et d'enchaîner. C'est la régularité aussi qui est folle finalement, parce qu'il fait toujours au moins un truc dans un match. Alors des fois, on le voit pas trop, et puis d'un seul coup, il sort de la boîte comme le magicien, et puis voilà, il marque ou il fait passe d'ess. Mais est-ce que c'est toujours pareil? Je pense que pour eux, ils le voient maintenant comme une décision de business en fait, comme une décision financière, comme dans un groupe. Est-ce que ces dépenses-là pour les 2 années à venir, 3 années à venir, 2 + 1, on ne sait pas exactement encore. Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Est-ce que c'est une bonne décision de business? C'est comme ça qu'ils le voient. Maintenant, je pense qu'on est fin février. Si ça avait dû changer quelque chose, sa forme actuelle ou la forme des dernières semaines, des derniers mois, on l'aurait su déjà, et c'est pas le cas. Et ni lui, ni Alexander-Arnold, ni Van Dijk, pour l'instant en tout cas, n'ont l'air d'être plus proches de signer ce nouveau contrat que de ne pas le signer. Et sur les investissements de Liverpool, juste, on sait ce qui va être fait, parce que là, visiblement, ce qui pose problème avec les 2 joueurs, c'est outre l'âge, c'est les requêtes salariales. Parce qu'en Italie, on parlait d'une volonté peut-être de Liverpool d'ouvrir le capital, enfin des propriétaires d'ouvrir un peu le capital, et donc de baisser un peu le taux de dépenses pour attirer des investisseurs et montrer que le club gagne un peu plus d'argent. Est-ce que c'est quelque chose qui est réel, ou est-ce que... Ouais, je pense que la FSG aimerait bien ça, mais alors ils le font de façon très prudente aussi. Je pense qu'ils ne veulent pas faire venir n'importe qui, pas dans n'importe quel terme non plus. Après, ce que le club me dit, par exemple, c'est que cet été, ils vont beaucoup investir. Ils ont rien fait là en janvier, ils ont fait que Chiesa l'été dernier, ils voulaient faire Zubimendi, ça ne s'est pas fait. Et que cet été-là qui arrive, ils vont aller sur le marché pour prendre un arrière-gauche, pour prendre pour remplacer ceux qui pourraient partir comme Alexander-Arnold, donc un arrière-droit aussi, peut-être Van Dijk, peut-être Salah, tout ça, mais qui sont prêts, prêts à investir vraiment cet été. Est-ce que ça veut dire qu'ils croient que les 3 resteront pas, et c'est pour ça qu'ils sont prêts déjà à investir, qu'ils sont en train de mettre un plan en place?
peut-être, ou alors que c'est juste pour préparer le marché des transferts de cet été. Je voulais qu'on parle de Dominique Szoboszlai. On aura le temps d'en parler évidemment d'ici la fin de saison et même avant le match face au Paris Saint-Germain, qui est un des tauliers également de ce Liverpool version Arne Slot, buteur-passeur également encore ce week-end. Tiens, rapidement, c'est pillé pour le titre, Julien. 11 points d'avance avec un match en plus, certes. Mais bon, voilà, ça y est. Enfin, là. Ils ont plus de différence de but par rapport à Arsenal et rapidement, c'est surtout quand tu vois la forme actuelle d'Arsenal avec tous les problèmes, des blessés, pas d'attaquants, pas d'avant-centre. Tu te dis que même en temps normal, avec tout le monde, avec Saka, avec Havertz, avec Gabriel Jesus, avec tous les joueurs que tu veux, ils auraient du mal à combler cet écart de 11 points. Alors sans eux, ce sera encore plus compliqué. Donc ouais, non, j'y crois pas, non.